Mes chers amis, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, cher président, cher Luca Di Meo, cher Christophe Périllat, chers membres du conseil d'administration de la PFA, je voudrais saluer nos hôtes internationaux, Oliver Zipse, CEO de BMW. Je voudrais saluer John Bozzella, président de l'OICA et de la Fédération américaine, notre ami Roberto Vavassori, président de l'ANFIA, nos amis de l'ANFAC, association espagnole, et vous tous, mes chers amis, membres de la filière automobile française. Bienvenue à la 90e édition du Mondial de l'automobile. Ce salon de Paris qui a traversé les époques, les modes, les technologies, et dont le fil conducteur depuis tout ce temps a été l'innovation. Nous sommes fiers de notre passé et en même temps nous préparons l'avenir sans relâche. Paris et l'automobile, n'en déplaise aux mauvais coucheurs, c'est une histoire d'amour. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, à l'ouverture de ce salon, c'est que les Français réitèrent leur déclaration d'amour à l'automobile. Nous venons de réaliser à la PFA une enquête avec l'Institut CSA et 80% des Français, je dis bien 80%, nous redisent leur attachement à la voiture. 83% la jugent indispensable à leur quotidien. 75% refusent la perspective de s'en passer. Mes chers amis, le mondial de l'auto, c'est l'alliance de la passion et de la raison. C'est l'histoire du rêve qui, confronté à l'innovation, devient réalité pour trouver des solutions. La passion, car on ne comprend rien à la filière automobile si l'on passe à côté de la dimension émotionnelle. Une voiture, avant d'être une commodité, des usages, une distance à parcourir, ce sont des sensations, des émotions, de la passion. Vous allez vibrer pendant cette semaine de salon à Paris. Mais nous sommes aujourd'hui rattrapés par la raison. La raison, c'est le choix historique que nous avons fait de décarboner notre industrie. Nous n'avons pas d'autre option. Nous devons l'assumer plus que jamais, ne pas la remettre en question, être à l'avant-garde de la bataille pour le climat. C'était le thème de notre journée de l'an passé. Et tout l'enjeu de la filière automobile aujourd'hui, c'est d'être capable de proposer des solutions de mobilité décarbonées, accessibles au plus grand nombre. C'est le défi qui est le nôtre aujourd'hui, qui est gigantesque et qui peut s'avérer ravageur pour notre filière. L'heure est en effet grave, mes chers amis. Et nous devons profiter de ce salon pour pousser un cri d'alerte. Notre filière automobile n'a sans doute jamais été aussi innovante, mais elle est en grand danger. En danger parce que le virage que nous avons pris vers l'électrique est tout simplement rattrapé par la réalité du marché. Les technocrates de Bruxelles, qui nous ont entraînés dans une solution technologique unique, l'électrique, ont tout simplement oublié une chose, le client. C'est bête. Ah oui, c'est bête de ne pas avoir pensé qu'à la fin, il y avait un type qui achetait des voitures et qu'il fallait peut-être l'écouter. Et oui, c'est le client qui décide à la fin. Et on ne change pas une entreprise, une industrie centenaire à coup de règlement, si à la fin, le consommateur n'adhère pas.
Il y a 2 ans seulement, au cours du dernier mondial de l'auto, nous disions finalement le pire serait que nous ayons pris ce virage, que vous ayez fait des investissements massifs dans l'électrique, que vous ayez, les constructeurs, lancé tous les modèles, renouvelé vos gammes, et qu'à la fin, nous n'ayons pas les consommateurs. Eh bien, mes chers amis, nous y sommes, parce que le client a toujours raison. Et si l'on regarde les chiffres du marché, la vérité, c'est que depuis quelques mois, la part de marché des véhicules électriques ne progresse plus. Nous avons vendu en France, au mois de septembre, moins de véhicules électriques qu'en septembre 2023. En Allemagne, la part de marché des véhicules électriques s'est effondrée depuis l'abandon des bonus fin 2023. En Espagne ou en Italie, la part de marché dépasse à peine les 4%, ce qui fait qu'au niveau européen, nous sommes à environ 12% de part de marché des véhicules électriques, c'est-à-dire nettement en dessous des objectifs qu'il faudrait atteindre pour respecter la trajectoire et en particulier les normes CAFE 2025. Notre filière est en danger aussi parce que ce virage s'effectue à un moment où le niveau d'activité est particulièrement bas, anormalement bas. Songez que nous avons perdu en 4 ans l'équivalent d'1 année de vente automobile en France. Que le marché est encore aujourd'hui à 23% en dessous de l'année 2019. Que le mois de septembre a été le pire mois de vente depuis 20 ans dans notre pays. Et malheureusement, ça pourrait continuer puisque les prises de commandes en septembre sont les pires que nous avons connues depuis 10 années. L'Europe va produire cette année 15% de moins de voitures qu'en 2019. Les États-Unis sont stables. La Chine produira plus de 10% de plus par rapport à 2019. Et la France, qui produisait au début des années 90 3,5 millions de véhicules, devrait produire 1,5 million de véhicules cette année. Nous sommes une industrie de volume et ce niveau d'activité particulièrement bas a des conséquences désastreuses sur tous les équipementiers et les fournisseurs dont vous êtes ici nombreux à faire partie. Alors, face à cela, quelles sont finalement les solutions, les réponses? Je voudrais évoquer rapidement devant vous 3 sujets. Le premier, de grâce, évitons d'ajouter une crise à la crise. Compte tenu du retard en Europe sur les véhicules électriques, les constructeurs risquent d'être taxés l'année prochaine. Ubuesque, au moment où vos entreprises ont besoin de cash pour investir dans la transformation, pour l'accompagnement des salariés, on va vous taxer. Alors, quelle solution face à cela? Acheter des quotas carbone aux Chinois? Absurde. Une subvention directe à nos futurs concurrents. Importer davantage de voitures de Chine? Hallucinant. Ce serait dérouler le tapis rouge. Ajuster le marché du thermique en réduisant les ventes pour compenser les non-ventes de véhicules électriques, suicidaires. On voit bien que nous sommes dans une situation inextricable. Et on voit bien qu'il est nécessaire d'abord de stimuler fortement la demande de véhicules électriques et de se remettre autour de la table dans le cadre de la clause de revoyure. Mais mes chers amis, en matière d'ingéniosité politique ou technocratique, le pire n'est jamais certain dans notre pays, jamais. Non content de nous voir taxés parce qu'on ne vend pas assez de véhicules électriques, on va maintenant nous taxer parce qu'on vend encore des thermiques, surréalistes. Le projet de malus qui est sur la table du Parlement dans le cadre du projet de loi 2025 prévoit qu'à partir de l'année prochaine, un véhicule thermique sur 2 vendu aura un malus. Ce sera 80% des véhicules thermiques vendus dans 3 ans. Une folie.
C'est plus un système de péréquation malus-bonus, c'est un système d'impôt déguisé. Et pour la filière automobile, c'est la double peine. Je te taxe parce que tu ne vends pas assez de véhicules électriques, je te taxe parce que tu vends encore du thermique. Pile, je perds, face, tu gagnes. J'ai eu l'occasion de sensibiliser hier le gouvernement, le ministre de l'économie sera là tout à l'heure, le président de la République, mais nous devons nous battre pour ce combat. Deuxième sujet, c'est évidemment un sujet transversal que nous abordons souvent, c'est évidemment la question de la compétitivité. La compétitivité n'est pas derrière nous, c'est le combat, c'est la mère de toutes les batailles. En France, l'industrie n'est pas assez compétitive, le pays n'est pas assez compétitif. Si vous regardez, vous qui avez des entreprises internationales, le prix de l'énergie en France, en comparaison à ce que vous payez aux États-Unis, à ce que vous payez en Chine, on ne peut pas supporter 50% d'écart de coût de l'énergie quand cette part va tripler dans vos coûts avec le passage aux véhicules électriques. Ce n'est pas possible. Le coût du travail, j'étais hier avec mon homologue espagnol, quand on regarde des écarts de l'ordre de 40% entre ce qu'on paye dans une usine espagnole et ce qu'on paye en France, c'est un énorme sujet. Les aides à l'innovation, nous avons besoin de pérenniser le crédit impôt recherche, le CORAM, qui est le fonds que nous avons obtenu, qui est un fonds d'innovation pour vos entreprises, qui sont essentiels pour maintenir des dépenses d'investissement d'innovation dans notre pays. Enfin, nous avons un sujet sur le différentiel d'aide au niveau de l'Union européenne, intracommunautaire. On ne peut pas continuer avec des aides, des subventions de l'Union européenne qui tournent autour de 10% en France et de l'ordre de 40 ou 50% en Europe centrale. Toutes les nouvelles usines vont ouvrir en Europe centrale. On ne peut pas continuer comme ça. Donc la compétitivité, mère de toutes les batailles. Enfin, troisième sujet, chers amis, nous avons signé, nous la filière française, au printemps dernier, un nouveau contrat stratégique de filière avec l'État. C'est-à-dire, ce sont des engagements mutuels entre la filière que vous représentez et le gouvernement. Et nous avons vu qu'entre 2018 et 2023, ce contrat a permis des avancées significatives, nous a permis de multiplier par 10 la part de marché des véhicules électriques, nous a permis de mettre 1 million de véhicules électriques sur le marché. Nous devons signer un tel contrat au niveau européen. L'Europe a pris les choses par le mauvais bout. Elle a réglementé là où il faut contractualiser. Elle a pris une décision unilatérale sans avoir de stratégie industrielle. Nous avons besoin aujourd'hui en Europe d'une vraie vision. Nous avons besoin d'engagements forts en matière d'aide à l'investissement, d'aide à l'innovation. Il nous faut un fonds d'investissement majeur pour aider les entreprises de la filière en Europe à investir dans le cadre de cette rupture technologique. Vos salariés vont avoir besoin d'être accompagnés, vos entreprises vont devoir être accompagnées dans leur transformation pour former, pour préparer au métier de demain. C'est un enjeu gigantesque sur notre continent. Nous aurons besoin d'un fonds européen en la matière. La question du sourcing en Europe doit évidemment être mise sur la table. Et puis les aides à la demande devraient être harmonisées au niveau européen. Ce n'est pas possible qu'on continue, vous produisez, les constructeurs produisent les voitures dans les mêmes pays qu'ils vendent partout en Europe. Il n'y a pas deux endroits où vous avez le même système d'initiative. Ce n'est pas possible. Vous avez d'un côté la réglementation unique, unilatérale, immédiate, et de l'autre, on laisse faire chaque État sur les incentives, sur l'accompagnement de la filière. On ne peut plus continuer. L'avenir, et il suffit de lire le rapport Draghi, l'avenir sera collectif. Et je voudrais terminer par là, mes chers amis, la tentation dans les moments de crise comme celle que nous traversons aujourd'hui est toujours grande d'imaginer qu'on va s'en sortir seul contre les autres. Ce n'est pas ma vision des choses. Je pense que personne,
ne gagnera seul contre les autres. Et la filière automobile, aujourd'hui, elle a besoin de se retrouver, de se réunir, de se rassembler, de dialoguer, d'échanger, de fixer des objectifs de long terme, de mettre tout sur la table pour être plus forte à la fin. Les constructeurs ne gagneront pas contre les équipementiers contre les sous-traitants, les Français contre les Allemands. À la fin, tout le monde sera perdant. Et donc la responsabilité, je salue mes amis européens, la responsabilité des gouvernements, des fédérations d'automobiles en Europe est majeure dans le cadre de ce virage technologique que nous traversons. Notre industrie a montré une résilience exceptionnelle ces dernières années, exceptionnelle, une agilité fabuleuse. Eh bien, prenons-en de la graine. Soyons à la hauteur de ce rendez-vous. Soyons dignes de l'héritage des pionniers de l'automobile. Mes chers amis, je vous souhaite un bon 90e mondial de l'automobile à Paris. Merci. Luc, merci beaucoup. And now it's my pleasure to introduce on stage Luca De Meo, who is the CEO of